C'est le premier podcast que tu fais. Ouais. Bon bah écoute, faut bien une première à tout. Tu vas commencer par présente-toi. Bonjour, je suis Zelda Moore et vous écoutez le tout premier épisode de Féministe Mais. C'est un podcast qui a pour ambition d'élargir les discussions, de susciter la réflexion et de déconstruire les comportements sexistes qui se glissent dans notre quotidien. Dans cet épisode, nous aborderons un sujet qui est très présent dans la vie de beaucoup d'entre nous, y compris la mienne, les relations amoureuses, et plus particulièrement au sein des couples hétérosexuels cisgenres. Bon, dans cet épisode, nous ne prétendons pas couvrir toutes les nuances de ce sujet. Il y a plein d'autres thématiques qui pourraient être explorées. La complexité des relations amoureuses et des dynamiques de genre offre un terrain riche en réflexion. Et les perspectives féministes abordées ici reflètent les problématiques liées essentiellement à un contexte socio-économique privilégié. Dans une relation hétérosexuelle, on peut percevoir consciemment ou non certains impacts d'une société patriarcale, qui nous amènent à nous questionner sur la façon dont on vit notre propre relation. C'est un sujet que j'ai décidé d'aborder avec une de mes amies, Clarisse, sans forcément avoir toutes les réponses en poche. Je me suis dit, je vais l'attendre en bas, c'était ouvert. Il y a une dame, moi, qui m'a ouvert. Clarisse et son chat Domino me reçoivent dans leur bel appartement bruxellois. Elle a 27 ans, elle est en couple depuis moins d'1 an. Comme moi, elle rencontre certaines difficultés dans ses relations avec les hommes. Je vais juste le faire comme ça, c'est pas bien pour mes doigts, mais... c'est venu très très naturellement. Quand j'ai eu mon premier copain, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de demander à mes parents d'aller au gynécologue pour avoir une contraception. Genre c'était directement. Et quand j'y repense maintenant, je sais très bien pourquoi. C'est parce qu'à l'école, quand on nous a appris la sexualité, on nous a parlé des moyens de contraception. Alors évidemment, on nous a vendu le préservatif, on nous a vendu tous les autres moyens de contraception uniquement féminins. C'était un peu une évidence à ce moment-là de me dire bah, je dois prendre quelque chose pour pas tomber enceinte, moi. Sans vraiment mettre en cause l'être masculin qui m'accompagnait, quoi. Donc quand j'y repense maintenant, je me dis c'est fou à quel point c'était évident et maintenant on se pose de plus en plus la question de pourquoi c'est aux femmes d'avoir cette charge-là. Mais à l'époque, ça l'était pas du tout, c'était évident. Enfin. Et je l'ai connu dans plusieurs relations auparavant, en mode le préservatif, ah non, moi je vais pas, j'aime pas ça. Et du coup, c'était toujours, bah si c'est pas le préservatif, c'est quoi ? Bah c'est pour madame, de devoir faire quelque chose pour pas tomber enceinte, tout simplement. Donc la question se pose pas pour eux parce que c'est comme je disais, c'est un peu c'est pour les femmes, c'est notre popote interne, tu vois, c'est genre on s'occupe de nos trucs et on se démerde toute seule. On m'a jamais posé de questions sur ça coûte combien la pilule, il s'est remboursé ou enfin des trucs un peu plus factuels, mais genre on m'a jamais posé ce genre de questions. Si une fois dans mes relations, il y avait un mec qui était juste curieux, mais à aucun moment il s'est dit je vais lui dire viens on participe, je participe à tes frais, non, c'est juste par curiosité, c'est tout. Il y a une relation en particulier que j'avais eue avec un mec où je me suis dit si je tombe enceinte, vraiment le mec il se barre. C'est sûr et certain, il me laisse toute seule dans ma merde. Je le voyais à comment il en parlait et tout, je me disais lui c'est mort. Vraiment, je sais que je pourrais pas lui faire confiance là-dessus. Et parce que pour lui c'est mon problème, tout simplement. Il y a la contraception masculine qui commence à se développer, qui existe, qui est pas encore full présente, mais qui a au moins le mérite d'être explorée et je trouve ça vraiment chouette. Mais j'ai l'impression que les hommes sont plus appliqués dans la contraception en mode qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que tu veux qu'on mette des préservatifs, hein. Il y a vraiment une réelle prise de conscience par rapport à ça. En tout cas, j'ai l'impression. Je pense que c'est pas la majorité des hommes et je pense notamment aussi plus aux relations d'une fois qu'on peut avoir. Donc pas les couples, mais plus t'as un plan cul ou alors t'as juste une personne que tu croises une fois, tu dis vas-y on couche ensemble. Il n'y a jamais cette question qui se pose. De la contraception, de qui a cette charge et tout. J'ai l'impression que c'est un peu un automatisme en mode j'espère que la meuf prenait la pilule. Du coup je me dis c'est un peu dommage parce que c'est une question qui mériterait d'être explorée parce que tu me demandes ce que j'ai envie au lit, j'ai envie d'être safe déjà, j'ai envie de pas tomber enceinte, c'est déjà une première chose. Donc ça par contre j'ai l'impression que ça évolue pas des masses. Quand tu vois sur les applis Tinder et tout, c'est le fast-food du sexe, tu vois. Tu vois une fois la personne, tu couches avec, mais derrière, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de
de réelles questions. Si c'est protégé, c'est déjà bien, j'ai l'impression. Donc, Enfin, j'ai connu tellement de mecs qui ne voulaient pas porter de préservatif. Ils disaient, bah ouais, je prends la pilule, mais moi en attendant, si j'ai une MST, c'est la même chose, gars, tu l'as quand même, hein, ça te protège pas de ça. Donc, est-ce que c'est ce truc un peu d'ego masculin où, ouais, en vrai, je m'en fous, je survivrai même si ça arrive. Enfin, ils s'en branlent, quoi, vraiment, il y a rien. Il n'y a pas grand chose qui les touche, quoi. Ou peut-être qu'il y a ce truc aussi de priorité de plaisir, où chez eux, leur plaisir à eux, c'est le principal, et puis le reste, on verra bien. J'ai l'impression vraiment qu'il ne se passe rien à ce moment-là dans leur tête. Ils se disent pas, tiens, je peux choper une MST, ou tiens, je pourrais peut-être la mettre enceinte. Non, non, c'est vraiment pas une question à ce moment-là, apparemment. Et moi, je suis un peu en mode, oui, t'as pas un préservatif ou quoi? Et lui, en mode, si, mais j'ai pas envie et tout. Il me dit, mais tu prends pas la pilule? Et évidemment, moi, je prends la pilule parce que je suis quelqu'un qui ne veut absolument pas tomber enceinte, donc évidemment je vais prendre la pilule, je vais pas risquer le truc. Et pour lui c'est suffisant, quoi. Donc voilà. Mon partenaire actuel, ça a été différent des autres relations que j'ai eues. C'est lui qui en a parlé. Parce que lors de nos premiers rapports, lui direct c'était préservatif, il n'y avait pas de question. C'est vrai que par rapport après, on a eu des discussions là-dessus, je dis que je prenais la pilule, mais que voilà. C'était un peu en mode, c'est ton corps, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux pas prendre la pilule, tu la prends pas. Enfin, de toute façon, on utilise le préservatif, donc il n'y a pas de raison. L'achat de la contraception, ça se fait... là, actuellement, ça se fait moitié-moitié. Vu qu'on a 2 contraceptifs, lui achète les préservatifs, moi j'achète ma pilule. Mais dans mes autres relations, c'est évidemment moi qui paye ma propre pilule. Enfin, il n'y a pas de... C'est un peu ta merde, quoi. Vraiment, la pilule, c'est un peu ton truc à toi, c'est ton business, quoi. On n'a pas l'impression que c'est un truc de couple. Entendre des femmes se plaindre des effets secondaires de la pilule est devenu monnaie courante. Et c'est aussi mon cas. Alors pourquoi persister avec ce contraceptif malgré ses effets indésirables? On parle quand même de la baisse de notre libido, de sautes d'humeur, des maux de tête, de fluctuations de poids, de risque de cancer, d'AVC... Enfin, je vais pas vous faire un dessin. Malgré tout, la pilule a été un outil puissant pour l'émancipation des femmes. Son introduction sur le marché dans les années 60 a marqué un tournant décisif dans l'histoire de nos droits, offrant une possibilité révolutionnaire, le contrôle sur notre propre fertilité. Avant ça, les femmes étaient confrontées à des grossesses non planifiées qui pouvaient mettre fin à leurs études ou les forcer à des mariages précipités. Des militantes comme Margaret Sanger ou d'autres membres du mouvement féministe des années 60 ont lutté pour que la pilule contraceptive soit accessible à toutes les femmes, indépendamment de leur statut social ou économique. Je pense que la pilule est considérée comme un symbole à préserver en solidarité avec celles qui ont lutté pour cette cause. Lors de mes recherches, j'ai écouté l'excellent podcast Les couilles sur la table, contraception masculine autour des hommes de Victoire Tuaillon, dont vous pouvez trouver le lien sur notre site dans la description. Cécile Ventola y explique que les idées préconçues sur les rôles traditionnels de genre jouent un rôle important dans cette dynamique. Par exemple, un grand nombre de médecins masculins français ne prescrivent pas de vasectomie pour préserver les organes génitaux des hommes, alors que l'opération n'a que très peu d'impact. Et les médecins féminins considèrent que les hommes sont irresponsables et pensent qu'on ne peut pas leur faire confiance en matière de contraception. En comparaison aux contraceptifs hormonaux féminins, il existe les injections hormonales et la pilule masculine qui sont assez similaires. En gros, ils utilisent des hormones synthétiques, comme la progestérone, pour supprimer la production de spermatozoïdes. Mais il y a peu de progrès dans les recherches pour ce domaine parce qu'il faut répondre à la fois à l'offre et à la demande. Et la demande n'est pas forte. Devinez pourquoi? Parce que il y a un risque de diminution de la libido chez l'homme, de saute d'humeur, enfin bref, les mêmes effets secondaires que pour nous, quoi. Il est aujourd'hui légitime de questionner cette attitude de 2 poids 2 mesures et s'assurer que les corps médicaux soient réellement éduqués et impartials quant à l'accompagnement contraceptif. Moi, malgré mes efforts pour me débarrasser de la pilule, je me retrouve à continuer de la prendre. Pourtant, pendant ma grossesse, mon partenaire et moi avions décidé qu'il était temps pour lui d'endosser le fardeau de la contraception et on a convenu qu'il subirait une vasectomie. Mais alors comment ça se fait que je suis de retour à la case départ ? Le lendemain de mon accouchement, nous avons abordé le sujet avec un gynécologue qui nous a fortement déconseillé de recourir à une vasectomie, nous alarmant qu'il ne fallait surtout pas mutiler inutilement mon partenaire. Ce même gynécologue venait de comparer les points de suture de mon épisiotomie faite la veille sans mon consentement à de la dentelle. Pour réellement permettre un choix éclairé, toutes les méthodes contraceptives devraient être présentées de manière équitable, avec leurs avantages et leurs inconvénients lors des rendez-vous médicaux. J'ai une petite anecdote un peu, on va dire sexuelle, on va pas se mentir.
d'un mec qui... J'avais couché juste une fois avec lui et c'était impressionnant. J'avais l'impression qu'il couchait avec lui-même. Genre vraiment, j'étais là mais j'étais pas là, c'est la même chose quoi. Vraiment, aucune parole, aucun partage de mes envies, de ce qui pouvait être fait. C'était vraiment à ce moment-là, s'il y avait un miroir, si j'avais vu sa tête, je pense qu'il se regardait lui quoi. Enfin, c'était pas moi qui regardais. Mais moi dans mes anciennes relations, qui étaient plus des relations de très court terme, c'était mes envies à moi n'étaient pas vraiment prises en compte, ou très peu. J'ai l'impression que c'est ce qui les arrangeait, qui les attirait. Dans le sens où moi de base je suis plutôt quelqu'un qui est soumis au lit, qui aime bien qu'on me domine. Les mecs ça les arrangeait bien parce qu'il y a un peu ce truc d'ego masculin en mode je domine une meuf, blablabla. Mais que si moi j'avais envie d'autre chose, que par exemple moi je les domine, parce que c'est déjà des envies que j'ai eues, là ça posait problème. Là on m'écoutait plus trop. C'était un peu comme ça les arrangeait quoi. Quand tu t'envoies des sextos ou des trucs comme ça, c'est souvent le mec qui dit ce qu'il a envie, ce qu'il va te faire, ce qu'il nanana. Puis la fille elle dira trop bien, trop cool, parce que toi dès que t'essayes un truc il réagit pas dessus quoi. Enfin, le fait justement, est-ce que j'aime être soumise au lit parce que toute ma vie on m'a dit que dans le patriarcat les hommes devaient être dominants par rapport aux femmes. C'est difficile à dire parce que moi j'ai pas envie de le conscientiser comme ça, parce que c'est m'avouer que mes plaisirs féminins que mes plaisirs à moi viennent du patriarcat et ça me fait mal, vraiment, ça ne me plaît pas. Donc je pense que je préfère me dire que c'est ce que j'aime et puis voilà. Moi j'ai toujours trouvé ça très important d'avoir un petit débrief après le sexe en fait. Comment c'était, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé, qu'est-ce que t'as envie. Enfin, c'est un truc que je me suis dit ok je vais le faire moi et de façon plus structurée et avec une réelle communication où il y a vraiment un échange derrière. Parce que c'est important que s'il lui a un peu dépassé les limites, ou si moi j'ai fait des trucs qu'il aimait pas, ou qu'il a envie d'autre chose, ou que moi j'ai envie d'autre chose, qu'il y a un réel partage et une discussion. Et je trouve ça hyper important de le faire parce que ça t'apprend à connaître l'autre et ses fantasmes. Quand t'es dans un couple, c'est bien parce que tu peux avoir une certaine discussion là-dessus. Au début c'est toujours un peu plus gênant quand tu t'oses pas trop, c'est un peu gênant et puis t'apprends au fur et à mesure. T'as envie de t'investir dedans, t'as envie que ce soit bien fait, et en même temps t'as envie qu'on t'écoute, donc il y a un moment où il faut que tu t'imposes toi parce que sinon on va pas le faire en fait, tout simplement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on a tellement une vision différente des choses que pour eux ça leur vient même pas à l'esprit que de te demander en fait comment c'était, je sais pas. Je me dis, est-ce que c'est parce que tous les deux on a joui, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus? J'ai l'impression que les femmes analysent beaucoup aussi et ont besoin de comprendre, et peut-être que les hommes ont moins cette envie, en tout cas, d'aller en profondeur dans les sujets. Je sais pas, c'est mes interprétations personnelles, évidemment, ça n'a rien de structuré et c'est pas une absolue vérité, mais au fur et à mesure des années, et ça fait 12 ans que j'ai une vie sexuelle, donc j'ai quand même vécu pas mal de trucs, c'est vraiment cette impression qui ressort, quoi. Que c'est le plaisir de monsieur qui prime d'abord, et quand c'est fini, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Ouais, alors t'as eu le classique, t'as aimé ça, ou le truc hyper cliché, ou des fois t'as envie de dire non en fait j'ai fait semblant de jouir parce que je voulais que ça se termine. mais bon ça on le dit pas évidemment, hein, on veut rester courtoise et poli parce qu'on est une femme finalement, ça j'imagine. Je crois que mon premier orgasme j'ai dû l'avoir peut-être après 5-6 ans de vie sexuelle. Je veux dire avec un partenaire, pas seul. C'est aberrant quand même qu'on m'ait jamais posé avant la question genre tu vois Clarisse t'as pas joui par hasard? Non, bon ok très bien on fait quelque chose? Non. Enfin c'est dingue quoi. Mais ça se perd et tant mieux. Maintenant c'est au moins si l'homme a terminé de jouir il demande au moins est-ce que t'as joui? Enfin voilà il y a un peu plus un échange qu'il n'y avait pas avant quoi. Donc ça évolue et c'est cool mais c'est juste que c'est dommage que ça ait pris tant de temps quoi. Parce que je me dis toutes les anciennes générations qui n'ont pas joui, quelle tristesse, quel gâchis. Après, je veux pas mentir, ce serait hypocrite. Bon, j'aime bien avoir un orgasme, donc si je peux en avoir un, c'est mieux. Après, je vais pas me forcer, si j'y arrive pas, je suis là, ok, on va s'arrêter là, c'était très bien. J'ai l'impression que ça, c'est un peu plus ces dernières années que j'ai cette façon de penser là, et que ça se passe comme ça aussi. Parce que au tout début de ma sexualité, c'était ce qu'on appelait les préliminaires. Enfin, voilà, on a compris ce que je voulais dire, mais pour moi, un préliminaire, c'est un rapport sexuel, tout simplement. Mais voilà, c'était le classique schéma, on fait un peu des préliminaires, on fait une pénétration, et quand la pénétration est terminée, c'est terminé. Quand l'homme jouit, c'est terminé. Je pense vraiment qu'il y a une démocratisation du féminisme et que ça a permis de parler du plaisir de la femme, tout simplement. Et c'était quelque chose qui n'était pas vraiment connu avant.
se posait pas réellement la question. C'est hyper dommage. Et c'était probablement, et j'en suis convaincue, une conséquence du patriarcat qui maintenant commence un peu à descendre, même s'il existe toujours et qu'il est toujours présent. Ça permet de libérer la parole sur les femmes et sur leur sexualité, qui est aussi importante que celle de l'homme. Parce que vraiment, avant, on peut le voir sur plein de points, que ce soit dans le porno ou dans d'autres domaines. Je pense que le porno, c'est aussi révélateur de beaucoup de patriarcat, en tout cas à l'époque, moins aujourd'hui, mais le porno féministe, c'est pas si vieux que ça, moi. Donc c'est assez inquiétant de se dire, en fait, c'était que pour l'homme, quoi. Et rien pour la femme, alors que les femmes, de manière générale, aiment autant le sexe que les hommes. Enfin, il n'y a pas de différence là-dessus, vraiment. Donc on a un organe dédié au plaisir, je veux dire, c'est quand même pas... C'est assez révélateur quand même, donc c'est hyper dommage que c'est encore des conséquences aujourd'hui, mais que heureusement ça évolue un petit peu, quoi. Moi, je pense que notre façon de faire l'amour n'est pas simplement la manifestation d'un désir incontrôlable ou d'une expression spontanée de nos pulsions sauvages, mais qu'il s'agit plutôt d'un rituel soigneusement codifié. Bien sûr, il y a quelques variations ici et là parce que chacun y ajoute sa petite touche personnelle de fantasme. Mais en général, tout le monde connaît les règles du jeu. Une lumière tamisée, des baisers échangés, des vêtements retirés, et ainsi de suite. J'ai appris qu'il existe même une théorie des scripts sexuels. Cette théorie a été élaborée dans les années 70 par les sociologues américains John Gannon et William Simon. En fournissant un cadre pour comprendre la sexualité en tant que phénomène culturel et social, la théorie dit que nous suivons un certain nombre d'étapes qui font partie d'une sorte de scénario tacite. D'abord, il y a le scénario culturel, qui est façonné par les normes sociales, comme par exemple avoir un rapport sexuel durant la nuit de noces. Ensuite, l'intrapsychique, qui correspond à nos fantasmes et à nos souvenirs de situations sexuelles. Et enfin, le script interpersonnel, qui se construit surtout dans un couple, les positions préférées par exemple. Il dicte comment nous jouerons ce script lors d'une interaction intime. Lorsque nous passons à l'acte, ces 3 niveaux se combinent pour former un canevas spécifique. En gros, la théorie des scripts sexuels nous dit que nos comportements sexuels sont guidés par ces scénarios sociaux et qu'ils façonnent nos ébats. Ils peuvent influencer tout, du consentement à la façon dont on se comporte selon notre genre. C'est comme si tout le monde avait une sorte de programme dans la tête qui nous guide dans nos relations sexuelles. Cette théorie parle beaucoup de domination et de rôle de genre. C'est un peu comme si, dès notre naissance, on nous apprenait à agir selon notre genre. Les hommes sont les dominants, tandis que les femmes sont vues comme plus passives, attendant que les hommes prennent les devants. En réalisant que cette dynamique est façonnée par la société, ça commence à se déconstruire un petit peu et à promouvoir des relations plus égalitaires et respectueuses. Mais même si on s'en rend compte, cette façon de fonctionner est complètement enracinée en nous. Depuis toujours, on attend des femmes qu'elles se conforment à ces attentes pour être acceptées et valorisées dans notre société. Je comprends donc pourquoi, sans trop me poser de questions, dès mes premiers rapports sexuels, j'ai été malgré moi complice de ce rôle de femme soumise. L'idée que le rôle dominant ou dominé puisse être plus interchangeable tarde encore à s'imposer pleinement dans les couples hétérosexuels. Mais je remarque quand même que les dynamiques sexuelles changent petit à petit, même s'il y a encore des réticences. Bon, pour citer qu'un exemple, selon une étude de l'IFOP, seulement 22% des femmes interrogées affirment avoir déjà pratiqué la pénétration d'un homme avec un doigt. J'ai l'impression que les femmes prennent plus soin du couple dans le sens où on n'a pas les mêmes standards par rapport à ça. J'ai l'impression qu'un homme va facilement dire « je t'accorde du temps » et c'est assez. C'est déjà faire un pas et c'est très bien aussi, mais j'ai l'impression que quand on est une femme, on attend plus, on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie que ça aille plus loin et c'est toujours un peu dans un sens. En tout cas avec mon partenaire actuel, il exprime beaucoup plus ses sentiments par rapport aux autres partenaires que j'ai pu avoir, où j'ai l'impression que je devais vraiment creuser. C'est quelqu'un qui peut dire je vais pas bien, mais qui va juste dire ça. Qui va pas vraiment expliquer pourquoi, ou qui a pas vraiment envie d'en parler. C'est plutôt moi qui pose des questions en mode mais qu'est-ce qui s'est passé s'il a eu une sale journée au boulot, il me dira j'ai eu une sale journée au boulot, mais dans le sens inverse, c'est quelqu'un aussi qui voit quand je vais pas bien et qui direct en parle. Donc c'est aussi important dans le sens où il sait faire attention aux signes et il se rend compte assez vite de quand je vais pas bien, il va directement en parler et lui va creuser parce que moi aussi j'ai cette tendance à dire je vais pas bien
Et je dis pas pourquoi, je boude un peu dans mon coin et voilà quoi. Très rapidement dans la relation, on s'est dit ok, il faut qu'on communique. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai pas été en couple très souvent et très longtemps. Et là vraiment, au fur et à mesure du temps, je ressens d'autres problématiques du couple. Et ça par exemple, c'en est une, c'est qu'on communique pas de la même façon. Et le fait d'en parler, c'est bien parce que ça met vraiment les points sur les i. Et parfois je lui dis oui, mais t'as pas fait ça parce que ça. Et lui directement va me répondre en mode ah bah oui, mais moi j'avais pas du tout compris ça. Et du coup c'est intéressant de voir à quel point on vit pas des fois sur le même. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde quoi. Mais j'ai eu une autre longue relation qui a duré presque 3 ans. On n'arrivait pas à communiquer. Vraiment, je pense que lui était très vite sur la défensive. Parce que quand je remettais en cause ce que lui avait fait, il se remettait pas lui en question. Il se disait juste non, c'est elle qui a tort. Et du coup, ça partait très vite en dispute. Et pour lui, tout était normal. Il n'y avait jamais rien qui clochait. Le fait, je vais donner des exemples concrets, mais pas faire les courses, pas faire le ménage, être tout le temps à geeker sur le PC et rien faire d'autre, c'est pas une problématique pour lui. Et moi, je me disais, ouais, mais tu prends pas soin de nous. Il n'y a pas que de moi, c'est de notre relation que tu prends pas soin. Parce que tu penses à toi et tes besoins. C'est important de ne pas s'oublier dans le couple, mais c'est important aussi de penser à l'autre. Il faisait au début un petit peu des efforts, je pense, la première année, mais après, c'était moi qui donnais tout, quoi. Donc, on a vu depuis qu'on est petite les femmes prendre soin du couple, que ça soit dans les dessins animés, dans notre vie de tous les jours, dans tout ce qui nous entourait, c'était toujours la femme servante, où on nous a inculqué très jeune qu'on doit prendre soin en tant que femme, que c'est un devoir, entre guillemets. Et maintenant, c'est problématique parce qu'évidemment, on est confronté à ça dans notre vie à nous, en tant que couple. Et c'est vrai que quand... moi, je me considère comme féministe parce que j'ai ce besoin de, justement, faire attention à l'image de la femme et ne pas reproduire tous ces schémas-là. Mais c'est difficile de pas tous les jours le faire parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en moi qui m'oblige à le faire dans le sens où j'ai besoin de contrôler certaines choses. Et je sais pas si c'est personnel ou c'est ma personnalité qui fait que je suis un peu control freak, où j'ai besoin de savoir tout faire, de tout contrôler et tout, ou si c'est juste tout simplement le patriarcat dans lequel je suis née qui m'a complètement matrixée et qui m'a dit Clarisse, tu dois savoir faire ça, tu dois savoir faire à manger à ton compagnon, tu dois prendre soin des autres, et quitte à t'oublier toi finalement. Donc c'est des choses qui perdurent et ça va mettre du temps à partir et ouais, c'est compliqué un peu de vivre avec ça tous les jours, surtout quand on y pense et qu'on y réfléchit, on se dit en fait, je fais sa lessive, je fais à bouffer, mais je suis qui en fait, tu t'énerves et en même temps tu peux pas t'en empêcher, quoi. Donc c'est hyper frustrant de le vivre en tout cas. Qu'on le veuille ou non, on reproduit les schémas de nos parents aussi. Moi j'ai vu ma mère qui était mère au foyer, qui s'occupait de nous, qui s'occupait du ménage, de nettoyer, de faire à manger, qui s'occupait de mon père alors que lui était au travail. Quand t'es en couple hétérosexuel, évidemment, c'est pas la même chose que quand t'es en couple homosexuel. C'est différent dans le sens où t'as directement le cliché homme-femme. Mais c'est difficile de tout reprendre à zéro et de se dire... Je sais pas si c'est le fait que c'est des schémas qui sont totalement ok et qui sont dans nos têtes et qu'on les reproduit inlassablement parce que c'est comme ça, entre guillemets. Est-ce qu'il y a quelque chose, une vision de l'homme et de la femme qui est complètement différente ? Moi, j'ai vraiment l'impression que l'homme et la femme ne voient pas les choses de la même manière et que du coup, ça crée des tensions et ça creuse l'écart en fait entre les deux. J'essaye au quotidien de ne pas reproduire ces schémas-là. J'essaie de me questionner en me disant est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est du patriarcat ? Essayer de faire la part des choses. Moi, je pense au fait de penser tout le temps à tout. L'organisation, comment on fait les choses, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vient du patriarcat ? Est-ce que c'est quelque chose qui m'est propre parce que j'aime contrôler les choses ? Ça, c'est difficile à dire. Moi, je me pose tout le temps la question, mais je me dis, le plus important, c'est que j'essaie d'être en accord avec moi-même, avec mes principes, et me dire, ok, en discuter avec son partenaire et lui dire, écoute, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et de là, peut-être qu'à la fin, on arrivera à un truc pas trop nul, quoi. Les femmes et les hommes entretiennent des relations amoureuses très différentes. Les femmes, abreuvées de romances dès leur plus tendre enfance, apprennent tôt à exprimer leurs émotions et à accorder de la valeur aux relations amoureuses. Comme le souligne Mona Chollet dans son livre « Réinventer l'amour »,
il y a une véritable dépendance au couple dans la construction de leur identité et de leurs valeurs sociales. Les femmes manquent cruellement de modèles de relations amoureuses égalitaires et sont souvent encouragées à accepter leur rôle de gardienne du temple. Par contre, les hommes adoptent souvent une attitude détachée envers la quête du couple et ont tendance à se méfier de l'amour, le considérant comme une menace pour leur liberté. Du coup, l'amour passe après leur carrière, leurs potes ou leur succès matériel. Cette différence d'investissement est souvent à l'origine des dysfonctionnements dans les couples hétéros et rend la communication compliquée. Les femmes se retrouvent trop souvent en position de faiblesse, à faire des concessions ou à se sacrifier pour que la relation perdure. La remarque de Clarisse est intéressante, parce qu'elle souligne un changement progressif dans les dynamiques de genre. Traditionnellement, les hommes sont conditionnés à considérer les tâches ménagères comme étant réservées aux femmes, ce qui contribue à perpétuer des stéréotypes de genre rigides. Mais de nos jours, certains hommes remettent en question ces normes sociales et participent aux tâches domestiques. Dans ma propre relation, je constate cette évolution. Mon partenaire prend souvent en charge des tâches comme le service à table et la vaisselle, par exemple. Pour ce qui est des tâches autour du repas, puisque ce sont les tâches que j'ai citées, je passe quand même une partie de mon temps, qui devrait être mon temps libre, à réfléchir aux futurs repas de la semaine, aux aliments manquants, à ce qu'il faut utiliser avant la date de péremption, par exemple. Puis, je dois seulement confectionner le repas. Bien que je sois reconnaissante de son engagement à partager les responsabilités domestiques, ça reflète pas encore totalement une répartition égalitaire des tâches. Malgré nos efforts en tant qu'hommes ou femmes, il est pour moi compliqué d'éviter les rapports de domination dans un couple hétéro. Parce que nous vivons dans une société patriarcale où le couple est influencé par les normes sociales qui le façonnent. Les femmes sont encouragées à trouver le bonheur dans le sacrifice de soi, tandis que les hommes sont conditionnés à trouver le bonheur dans la réception. Donc, bon. D'ailleurs, d'après un sondage mené par YouGov en 2021, près d'un tiers des hommes estiment que le rôle principal des femmes est de prendre soin de leur mari. Mais attention, les femmes ne sont pas à l'abri de cette mentalité sexiste internalisée. Les résultats révèlent qu'une proportion significative des femmes partagent cette vision, que je me permets de qualifier de rétrograde. Et ouais, 15% des Françaises interrogées considèrent que leur devoir premier est de prendre soin de leur conjoint. Lorsqu'on leur demande si les hommes et les femmes sont égaux, 41% des sondés ont répondu par la négative. Ça montre bien que le patriarcat est toujours là, tapis dans l'ombre. Le féminisme ne signifie pas la disparition de l'altruisme non plus, mais plutôt d'un rééquilibrage des rôles. Il s'agit d'apprendre aux femmes à apprécier le fait de recevoir et aux hommes à apprécier le fait de donner aussi. Il faut prendre conscience de ce que l'on fait par plaisir et ce que l'on fait pour faire plaisir. Et de s'assurer d'une équité véritable en discutant sincèrement sur comment s'investir dans le soin du couple au-delà des normes établies. Et bien voilà, il est temps de se quitter. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté Féministe Mais. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous avons eu à le réaliser. Pour aller plus loin dans la réflexion, vous pouvez consulter notre site internet. Le lien est dans la description. Et si vous avez des retours ou des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous contacter. On se retrouve en juin pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre des petites étoiles sur vos applis de podcast, ça serait super sympa. C'était un podcast créé par l'équipe de l'AFAML avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vous rappelle que dans le féminisme, chaque pas compte. Même s'il y a un mais.